Bonjour. Donc, je me présente rapidement. Je suis chercheur au CIRAD. Je suis au sein de l'UMR Gestion de l'eau, acteur usage. Je suis ici au titre en tant que coordinateur d'un programme d'action pilote en Tunisie sur les associations d'irrigants. Ce programme étant financé par l'AFD, donc comme tous ceux qu'on aura l'occasion de voir aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter ce programme, je vais essayer de faire plutôt une analyse de la situation tunisienne qui se nourrit des expériences sur le terrain, mais qui ne portera pas sur la présentation de nos activités. Alors ce que je vais présenter sur la situation tunisienne, bien évidemment, n'engage que moi et n'engage surtout pas les administrations, nos partenaires tunisiens qui sont en charge de la mise en œuvre de ces politiques publiques. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais remercier rapidement Vincent qui a déjà introduit un certain nombre de données concernant les GDA et qui en fait s'avèrent très complémentaires de ma présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler que aujourd'hui, la Tunisie organise le vote solennel de sa constitution après un processus de 3 années depuis la révolution de janvier 2011. Et que cela démontre pour le moins une certaine capacité de compromis et de progrès, donc qui j'espère inspirera aussi la politique de la gestion de l'eau en Tunisie. Donc je vais commencer par donner quelques éléments donc, sur l'historique et la situation de ces associations. Alors au début était la gestion communautaire, donc jusqu'à la fin du 19e siècle, à partir de sources artésiennes, naturelles, à partir de gestion de l'eau sur des cours d'eau. La première association est créée en 1896 dans le sud-ouest, est de la Tunisie, à Zarziz. Et puis pendant cette période, on voit apparaître des premières associations dans alors, une motivation très forte de l'État colonial qui était de sédentariser des populations et passer notamment par des moyens hydrauliques. À partir donc... dans la période qui suit après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de l'indépendance, on rentre dans une période où l'État remet la main, vraiment s'engage très fortement dans la politique hydraulique. L'État investit dans de nouvelles infrastructures, l'État développe des capacités, crée des offices donc pour assurer le développement de l'irrigation, qui apparaît à l'époque comme un axe important. Tellement finalement que l'inflation de ces moyens amène à reconsidérer les politiques publiques dans un cadre d'ajustement structurel à partir du début des années 90 et à envisager de nouvelles politiques, notamment marquées par le transfert de la gestion des périmètres publics irrigués vers des associations d'irrigants. Alors j'ai relevé quelques dates clés. 1936, qui est le moment où les différentes expériences se retrouvent abritées dans un statut unique, premier statut type, qui régente l'organisation des associations. En 1975, la création d'un code des eaux, qui entérine là ce modèle d'association d'intérêt collectif comme un modèle unique et qui est généralisé à l'ensemble des associations existantes jusqu'en 1987. En 92, il y a une inflexion forte que je viens d'évoquer précédemment, une stratégie nationale dédiée à ces associations, en même temps que la loi leur accorde une autonomie financière en termes de gestion. À partir de 99, il y a une évolution. Ces associations d'intérêt collectif sont transformées en ce que la loi qualifie de groupement de développement agricole, qui est modifié en 2004, et le transfert des périmètres publics irrigués à l'ensemble des périmètres de la Tunisie, où la quasi-totalité est assurée au plus tard en 2007. Depuis 2007, la quasi-totalité des périmètres donc, est gérée par des associations. Alors, ces associations sont des associations de droit privé qui disposent d'une autonomie administrative et financière. Ces associations, donc les gens adhèrent librement à ces associations, les adhérents élisant un conseil d'administration et un président qui sont chargés du fonctionnement. Alors, ces missions, c'est un modèle unique pour tout type d'activité en Tunisie. Donc, ces missions sont orientées vers le développement agricole et plus largement toute mission dans l'intérêt collectif des adhérents. Un des problèmes qui est posé, c'est qu'il n'y a pas dans ces statuts de mission spécifique dédiée à la gestion des infrastructures hydrauliques. Et d'autre part, il n'y a pas
Dans ce cadre d'association, hein, donc avec peu de garanties financières, les activités commerciales et présentant un risque financier sont interdites et sont plutôt dédiées à d'autres structures, des coopératives de services qui s'appellent des sociétés mutuelles de services agricoles. Alors, ces associations fonctionnent à travers un contrat de gérance qui est une délégation qui est accordée par l'État à ces associations, donc qui est entre le GDA, le groupement de développement agricole, et le commissariat régional au développement agricole, qui est chargé localement de la mise en œuvre des politiques publiques. Ce GDA assure une fonction de vente d'eau à des adhérents ou à des bénéficiaires individuels à travers des contrats d'abonnement, et ces associations donc, sont bien évidemment soumises à un contrôle administratif et financier de la part des administrations publiques. Alors, cette politique s'est mise en œuvre en 2 temps. En fait, à partir de 92, on voit donc l'État élabore une stratégie nationale de promotion des AIC. Donc, les mots d'ordre sont des mots d'ordre d'autonomie, de promotion de l'autonomie. On n'en est pas encore à envisager en réalité une autonomie réelle, mais au moins sa promotion et la redéfinition du rôle du gouvernement par rapport à ces types d'évolutions. Donc, en théorie du moins, la responsabilité des gouvernements est limitée aux investissements. Les rôles et les responsabilités devraient être clairement délimités, je devrais dire. Voilà, il y est question de souplesse et de soutien et de recherche de la participation du secteur privé pour venir appuyer ces initiatives. Alors à partir de 1995, en fait, c'est là vraiment où l'État commence à déployer des moyens, et notamment des moyens financiers importants à travers ce qui s'appelle le Programme national d'économie d'eau, qui porte sur l'amélioration des réseaux collectifs. Il y a beaucoup d'investissements, notamment il y a un passage de la quasi-totalité des périmètres vers des systèmes sous pression. Il n'y a pratiquement plus de système gravitaire en Tunisie. Alors, normalement, pour avoir un transfert dans de bonnes conditions d'exploitation pour les associations, sont promus aussi des encouragements financiers pour l'adoption de systèmes d'irrigation individuelle plus efficients. Il faut savoir qu'en Tunisie, 50% au moins des surfaces sont irriguées en irrigation localisée et que la quasi-totalité des superficies bénéficient de techniques qualifiées de modernes, y compris qu'elles soient aspersion ou gravitaire. Il y a une politique de tarification qui vise en fait le recouvrement des coûts. Le prix de revient. Alors le prix de revient, on pourra en discuter longtemps. Mais donc l'objectif de l'État à ce moment-là, c'est d'augmenter le prix de l'eau de manière à couvrir les frais de fonctionnement du système. Il le fait pratiquement au début des années 2000, l'objectif est atteint et depuis, face au mécontentement, les prix sont relativement stabilisés. Il y a aussi quelques innovations comme la tarification binôme qui distingue donc un certain nombre de frais fixes et de charges variables dans le fonctionnement de ces systèmes. Et enfin, ce qui nous intéresse plus spécifiquement, le renforcement des capacités des associations. Alors cette stratégie, elle est relayée en 2011, donc récemment, par une nouvelle stratégie dite nationale de pérennisation des systèmes hydrauliques, dans laquelle s'insèrent nos activités, les activités de la Société du Canal de Provence, les miennes, etc. Les mots d'ordre n'ont pas beaucoup bougé. En réalité, quand on les regarde comme ça, on retrouve à peu près les mêmes termes. Gérer de manière autonome et pérenne des systèmes d'irrigation, voilà, l'administration intervenant à distance pour l'évaluer, la planification et l'assistance, le contrôle des règles de gestion, etc. Et encore le secteur privé. Bon, en réalité, il s'agit d'un approfondissement, d'un mouvement qui a été impulsé à partir des années 92. Il faudrait aller vraiment dans le détail des politiques publiques pour voir des nuances. Elles existent, mais effectivement, je n'ai pas le temps de m'y mettre. Donc on y parle là de façon très explicite d'approche participative, des usagers. C'est quand même des termes, par contre, là, qui sont plus nouveaux, notamment ce terme d'usager. De formation, de professionnalisation, ce qu'a pu évoquer Vincent précédemment, de clarification des rôles une nouvelle fois et de protection des ressources en eau dans une situation qui est devenue très tendue, la Tunisie exploitant à peu près plus de 90% en tout cas de ses ressources en eau renouvelables aujourd'hui, donc avec des tensions très fortes localement. Voilà, donc après cette présentation, je vais vous proposer quelques éléments d'analyse de la situation. Alors d'abord sur les systèmes hydrauliques. Contrairement à ce qui était prévu, en réalité, l'État n'a pas toujours été en capacité de transférer des systèmes hydrauliques dans de bonnes conditions d'exploitation. C'est notamment le cas lorsque l'État a voulu accélérer la manœuvre et transférer l'ensemble de la gestion avant 2007. Il y a eu une accélération qui n'a pas permis de satisfaire ces critères de qualité.
Alors ça, c'est une première chose. Après, dans le fonctionnement actuel, il est prévu dans le contrat de gérance que l'État, le CRDA, réalise annuellement un diagnostic sur la situation du réseau, ce qui n'est pas fait. De plus, l'État, de façon manifeste, n'a pas les moyens, les capacités financières d'assurer la rénovation, la réhabilitation des systèmes d'irrigation, ce qui pose quand même un vrai problème pour la durée. Alors d'un autre côté, on a les GDA. Les GDA, théoriquement, sont en charge de la maintenance. Donc la difficulté, c'est qu'on a eu un transfert rapide, sans accompagnement suffisant et sans création de capacités suffisantes pour leur permettre effectivement d'assurer ces tâches de maintenance. C'est la brutalité on passe de rien à tout instantanément et donc sans forcément préparer les gens à ce type d'échéance. Le budget, le prix de l'eau, les recettes des GDA ont été définies de manière insuffisante. Parfois d'ailleurs, au profit de l'équilibre financier du CRDA. Le CRDA, l'administration, continue à percevoir sur le prix de l'eau des sommes généralement très supérieures à ce que perçoivent les associations elles-mêmes. Et donc là, il y a quand même un problème qui se pose de priorité et de gestion de ça. Alors il y a bien évidemment aussi des problèmes d'impayés et d'endettement qui existent dans certains périmètres irrigués. L'incapacité financière des GDA ne leur permet pas de s'assurer les services du secteur privé. Donc cette ambition, elle est balbutiante, elle n'est pas réalisée. Et donc, on a la persistance des interventions de l'administration pour compenser les lacunes des GDA en termes de maintenance. Et je mets souvent facturé, mais rarement payé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de situation ambiguë. Alors, j'ai mis quelques photos rapidement. Ça illustre simplement... Nous, on a essayé, dans le cadre de nos activités, de réactiver ce travail de diagnostic annuel du CRDA. On a insisté pour que le GDA y participe. Donc on a fait travailler les gens pour constater ensemble sur l'état du réseau. Donc je vous montre une situation assez désastreuse parce que bien sûr les photos sont prises sur ce qui ne marche pas, mais il y a quand même un certain nombre de difficultés. Alors ces GDA n'apportent pas forcément une réponse qui est adaptée aux besoins qu'expriment les agriculteurs. C'est-à-dire que pour l'État, il s'agit de transférer une charge, qui est l'exploitation et la maintenance des réseaux d'irrigation, et non pas de fournir à ces associations l'ensemble des capacités dont ils pourraient avoir besoin pour assurer leur développement. Donc ça, c'est quand même un problème, et les attentes, elles sont diverses. Alors je veux noter des points qui ont émergé dans notre travail. Il y a une forte demande de vulgarisation et de formation des agriculteurs ou des associations que l'administration ne parvient plus à assurer avec des capacités déclinantes de l'État. Et souligner que le GDA, dans ses statuts, a un rôle dans la participation à l'encadrement des adhérents. Donc il y a là une recherche de solutions dans ce domaine. De même, sur des questions, par exemple, comme les situations foncières, il y a des situations foncières extrêmement dégradées, des revendications nombreuses sur la disponibilité de titres, des terres abandonnées que les gens souhaiteraient redistribuer, sur les délimitations arbitraires du périmètre irrigué, sur des problèmes d'urbanisation, sur l'existence d'entreprises privées dans les périmètres, sur la présence de locataires, etc. Et ces questions-là sont généralement en friche, et le GDA pourrait jouer un rôle éventuellement. D'ailleurs, dans ses missions, il est spécifié l'aide des organismes concernés à l'apurement des situations agraires. Et plus généralement, il y a une attente de développement agricole que ces groupements de développement agricole mal nommés ne parviennent pas à satisfaire. Alors donc tout ça, ça amène des ambiguïtés sur le statut et les missions. Dans la stratégie nationale, il y a à la fois la volonté d'autonomiser les associations d'irrigants, de les rendre autonomes sur le plan technique et financier, mais à la fois la volonté de pérenniser les systèmes d'irrigation. Comme je l'ai dit, la brutalité de tout ça fait que assurer les deux, passer instantanément, devenir autonome sur le plan technique et financier et garantir à l'État une maintenance convenable des infrastructures hydrauliques me paraît un vœu pieux. Donc il faudrait imaginer une période de transition beaucoup plus importante. Alors aujourd'hui, l'administration colmate les brèches comme elle peut. Alors ce qui est net, c'est que l'État est toujours à la recherche de la bonne formule institutionnelle. Il y a eu des modifications nombreuses et fréquentes des lois et réglementations qui fait que finalement... Plus personne ne sait trop où on en est, ça change, et puis tout ça a toujours été imposé d'en haut, et les agriculteurs étant quand même beaucoup ballottés par tout ça. Et le dispositif contractuel, donc il existe des contrats d'abonnement, des contrats de gérance, est sous-utilisé, et la loi apparaît comme l'élément moteur du changement. Et là, il y a, à mon avis, un problème d'interprétation très important. Le contrat devrait être le support de négociation locale et la possibilité d'avancer. Alors, en réalité, les statuts sont standards, ils ont été établis, ils ont été mis en place.
Il est prévu des règlements intérieurs qui n'ont jamais été élaborés, donc les règles de fonctionnement interne, de gestion, d'exploitation, les sanctions, tout cela reste en friche et n'a jamais permis un fonctionnement efficace des associations. De même, le contrat de gérance qui précise les engagements réciproques n'a jamais été discuté et adapté aux capacités réelles ou éventuellement réactualisé. Et il y a globalement un manque de coordination entre les niveaux de décision. Alors tout ça, donc, pour les agriculteurs, pour beaucoup d'agriculteurs, pas pour tous, le GDA, l'association, ça peut être un avatar de l'administration. C'est un espèce de bras armé de l'administration pour intervenir. Les différents problèmes que j'ai évoqués amènent parfois une posture de négligence dominante. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux griefs des agriculteurs vis-à-vis de l'administration. Les agriculteurs s'impliquent peu, en retrait par rapport à ça. Chacun fait moins d'efforts et on a un espèce de cercle vicieux qui ne permet pas à bon nombre d'associations de décoller. Et donc on se retrouve parfois avec des situations extrêmes qui reflètent le même malaise, ce manque de clarification, soit des gens qui veulent sortir en disant à l'État « gardez vos aménagements, ils sont à vous, vous les gérez, c'est pas notre problème », ou d'autres qui sont par contre prêts à passer le cap et à gérer ça de façon beaucoup plus autonome. Donc ces politiques, alors les politiques ont beaucoup changé. Avant la Révolution, on avait un contrôle extrêmement fort de ces associations qui de toute façon n'étaient pas en capacité de se développer et de s'autonomiser. Depuis la Révolution, on a un contrôle beaucoup plus faible, l'expression est plus libre, les gens revendiquent et on a une vie beaucoup plus active au niveau de ces associations, qui apparaissent donc comme des entités hybrides, à la fois, donc théoriquement, c'est support de l'action collective, délégation de gestion, mais en réalité, on observe de nombreuses formes persistantes de dépendance, le GDA pouvant apparaître dans certains cas comme un supplétif de l'administration. En particulier dans certaines régions qui ont été les dernières à être transférées, où il y a vraiment, ça a été fait trop vite, avec manque de recul, et où subsiste un grand problème sur les grands périmètres irrigués, où notamment nos collègues de la SCP sont plus particulièrement invités à travailler. Voilà. Et puis là-dedans, bon, ce qui est frappant, c'est que quand on discute avec l'administration et avec les agriculteurs, c'est la faute de l'hôte. Il n'y a pas un espace de communication, un cadre partagé, donc il y a vraiment nécessité de construire quelque chose de cette nature pour avancer. Voilà, quelques éléments de perspective. Donc, j'ai mis créer de la place pour les GDA. Je pense que les GDA ne se développeront que si l'administration crée de la place. Il faut leur permettre de bouger. Et il n'y a pas une solution unique. Il faut être capable d'adapter ce degré d'autonomie et de dépendance et le faire évoluer en fonction de la réalité des situations locales et des capacités. Donc pour moi, cette perspective d'autonomie, elle ne doit pas être imposée immédiatement, elle doit pouvoir s'aménager à court, moyen ou beaucoup plus long terme selon les réalités locales. Être capable de renégocier un certain nombre de choses, les contrats de gérance par exemple. Et notamment, imaginer des nouvelles règles de partage, un compromis sur la prise en charge de la pérennité des aménagements à travers les travaux de rénovation et de maintenance. L'idée de dire qu'il y a l'administration fait de la rénovation, les GDA fait de la maintenance, en réalité, dans la pratique, c'est complètement flou, ça ne fonctionne pas. Il faut de nouveaux compromis dans ce domaine-là, et donc adapter la posture de l'administration. Il faut promouvoir cette légitimité, il faut reconnaître vraiment le GDA comme l'interlocuteur. Il y a des contournements, il y a tout un tas de problèmes. Il faut que le GDA existe vraiment, il faut favoriser, lui permettre de développer des activités dans l'intérêt de ses adhérents. Accorder donc, un point très important, même si je n'ai pas beaucoup de temps, j'insiste. Non, je crois qu'il faut veiller à ce qu'à chaque étape du développement, il faut veiller à ce qu'il y ait un équilibre financier. Beaucoup de GDA sont dans des situations d'endettement, de déséquilibre financier qui les rend extrêmement fragiles et qui ne permet pas d'avancer. Donc il faut peut-être être moins ambitieux, mais veiller à chaque étape à consolider les situations d'équilibre. Et les laisser innover, les laisser apprendre. On est sur un processus qui est peut-être relativement long et qu'il faut respecter. Alors quelques idées, c'est l'avant-dernier, je te rassure, et puis le dernier, il est optionnel. Voilà, il y a tout un tas de formes d'innovation institutionnelle qui sont dans l'agenda tunisien, qui sont discutées par l'administration, qui sont expérimentées dans le cadre de projets comme le Papagir et qui sont quand même des voies d'évolution assez significatives. La création de nouveaux statuts avec des données sur la partie hydraulique. L'adaptation de ces statuts aux situations locales et la rédaction de règlements intérieurs spécifiques qui permettent à chaque communauté ou chaque association de fixer ses propres règles en termes d'exploitation, voire de sanctions.
Renégocier donc les contrats de gérance, tout ce qui va lier l'État au GDA de manière à ce qu'on puisse adapter ça en fonction des capacités locales. Voilà. Alors, l'administration va se réformer. Souhaite mettre plus de moyens dans l'administration locale sur la fonction d'appui au GDA qui va devenir quelque chose de plus important. Bien évidemment, un effort de formation et d'accompagnement de l'administration est nécessaire parce que l'administration a besoin d'évoluer et elle ne le fera peut-être pas toute seule. La semaine prochaine, où on a une formation pour les gens du GRDA, des CRDA avec les collègues de l'ISOD, là, on essaye d'y travailler. La création de fédérations. La possibilité de mettre en commun plusieurs activités, certaines activités, pardon, entre plusieurs GDA, notamment la maintenance, notamment la vulgarisation pour développer. Ces fédérations, elles sont locales sur la base d'un volontariat. Par contre, la notion d'union, c'est plus quelque chose qui serait un peu obligé à l'échelle du gouvernorat pour créer des interlocuteurs vis-à-vis de l'administration pour être un rapport de force et défendre les intérêts des agriculteurs. Et enfin, beaucoup de choses à faire aussi sur les problèmes de coordination, sur la gestion des ressources en eau, mais ça, je ne vais pas développer. Voilà. C'est ma dernière pour juste quand même un petit mot quand même sur le projet. Donc c'est un projet de recherche-action, donc il vise à alimenter la réflexion de l'administration, proposer des adaptations à la stratégie nationale. Et ce qui nous intéresse, pour aller à l'essentiel, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de renouveler les relations de partenariat entre les associations et l'administration. Je pense que c'est là qu'on a la marge de manœuvre la plus importante, de façon secondairement avoir des effets induits sur les changements de perception et les comportements des acteurs. Voilà, donc on travaille sur la création d'arènes de concertation, on travaille sur une vision, voilà, le but c'est d'arriver à cette vision partagée, être capable d'accompagner un processus, donc on est davantage dans le processus que dans la solution managériale, solution où on aurait des recettes à appliquer pour régler tel ou tel problème, on est là dans la co-construction, et donc ce travail est notamment fait avec le soutien de nos collègues qui discutent dans le fond, là-bas, de l'ISOD qui nous apporte un appui précieux dans ce domaine. Voilà, processus ouvert et adapté, et je vous remercie de votre attention.